et à tous. Dans le cadre de notre programme de conférences de femmes scientifiques de référence, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir, dans les locaux de l'Université de Luxembourg, une femme d'exception, le professeur Françoise Combe. Alors, Françoise Combe est astronome, une référence dans le domaine des galaxies et de leur évolution. Sa réputation s'est construite tout d'abord à l'École normale supérieure, parcours académique complété d'une agrégation de physique et d'une thèse d'état sur les galaxies, Dynamics and Structures of Galaxies. Une première étape dans le domaine de la dynamique des galaxies qui s'est enrichie de recherches sur les interactions entre galaxies, l'hydrodynamique du gaz et la matière noire, qui sera le thème de notre soirée. Cette activité de recherche a été jugée fondamentale par ses pairs et a amené Françoise Combe à participer à plus d'une trentaine de comités au niveau international. Françoise est depuis 2014 professeure au Collège de France et titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie. Son activité de recherche a été couronnée par une quinzaine de prix et distinctions internationales. Nous pouvons citer par exemple le prix, alors je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Tycho Brahe de l'European Astronomical Society, le Petrie Prize de la Canadian Astronomical Society et le titre Honorary Fellow de la Royal Astronomical Society au UK. Alors un coup de cœur pour cette dernière institution, car c'est cette année le centenaire de la première émission de femmes au sein de la Royal Astronomical Society. Et cela permet d'insister, s'il le fallait, sur le fait que la science en général, et l'astronomie en particulier, sont aussi une affaire de femmes, et de femmes passionnées comme Françoise. Alors merci donc, professeur Combe, d'être avec nous ce soir, et je vais vous laisser maintenant nous entraîner dans le monde mystérieux des galaxies. Beaucoup, et merci beaucoup de cette invitation. Je suis très honorée de parler devant vous ce soir. Donc nous allons parler ce soir de matière noire. En fait, on parle de matière noire, on ne devrait pas. On dit noire parce qu'elle n'interagit avec rien du tout, pas avec les photons de lumière, donc elle n'émet rien du tout, elle n'émet pas de lumière. Je pense qu'il vaudrait mieux l'appeler matière transparente, en fait, parce qu'elle n'est pas vraiment noire, elle n'a pas de couleur. Et c'est plutôt les photons la traversent sans la voir en tout traverse. Donc je dirais que c'est plutôt une matière transparente. Alors on va voir que, par exemple, par des lentilles gravitationnelles, quand on va décrire, on arrive à faire des cartes de matière noire. Alors déjà, remontons un peu l'histoire. Quand est-ce qu'on a parlé la première fois de matière noire? Il s'agissait de Fritz Zwicky. Donc vous voyez la photo ici, qui est un astronome suisse, travaillant en Californie, qui est un peu un original, personne vraiment l'a suivi. C'est pour ça qu'on fait remonter en 1937, ça fait presque 80 ans que vous connaissez le problème de matière noire, mais on ne l'a vraiment pas suivi. Il a fallu attendre des dizaines d'années avant que les gens se rendent compte et soient convaincus qu'il existe cette matière noire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé les amas de galaxies, comme l'amas de Coma, que vous voyez ici par ce petit dessin, qui contient des milliers de galaxies, et il a regardé, il a mesuré par un spectrographe, il a mesuré les vitesses des galaxies. Les vitesses des galaxies sont assez grandes, elles font 1000 km par seconde, des agitations désordonnées, donc une dispersion de vitesse. Et donc il faut, puisque l'amas de Coma est en équilibre, il est relaxé, tout à fait, il n'est pas en train de se désagréger. Donc ça veut dire que l'énergie cinétique doit à peu près être égale à l'énergie potentielle. Donc la gravité retient toutes ces particules. Donc si vous faites l'égalité entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, vous avez la masse dynamique de l'objet. Donc cette masse dynamique de l'objet est très grande, et si on l'appelle M, mettons la masse dynamique, si vous faites le rapport entre la masse dynamique et la luminosité que l'on voit dans les galaxies optiques, le rapport masse sur luminosité, M sur L, c'était très très grand, 500 fois en unité solaire, c'est-à-dire masse du Soleil et luminosité du Soleil, on indique comme ceci. Donc normalement, pour des étoiles ordinaires, on s'attend à un rapport M sur L de 5 en moyenne, parce que les étoiles plus petites que le Soleil, qui ont plus de masse pour la même luminosité, dominent. En fait, il y a aussi des étoiles beaucoup plus lumineuses, mais celles-ci ne dominent pas. Donc le M sur L de 5 aurait été normal. Par contre, 500, ça veut dire qu'on a 100 fois plus de masse
que ce qu'on voit. Donc la masse dynamique, l'on dit sur les vitesses, est 100 fois plus grande. Ce qui est énorme. On pourrait dire qu'il y a des barres d'erreur, etc., mais à facteur 100, ce n'est pas possible. Donc Zwicky a conclu qu'il y avait plein de matières que l'on ne voyait pas, et qui maintenaient la masse de coma intègre et cohérent. Alors qu'est-ce qu'il a avancé comme hypothèse? Bon, peut-être qu'il y avait beaucoup de poussière entre les galaxies qui va éteindre le rayonnement visible, donc il y a plus de matière visible que prévu. Ça, c'est pas vrai du tout. Hein, on a un tout petit peu de poussière, oui, mais pas autant que ça. Il avait pensé qu'il y avait peut-être de la matière noire dans chaque galaxie. Et puis, il avait aussi pensé que peut-être on se trompait parce qu'on extrapolait la loi de gravité de Newton à des très très grandes échelles, que ce n'était peut-être pas vérifié. Bref, tout ça était quand même assez prémonitoire, il avait beaucoup d'intuition, mais il avait un caractère épouvantable d'abord, et puis surtout, il avait d'autres idées un petit peu folles. Il ne croyait pas du tout en l'expansion de l'univers, il ne croyait pas au Big Bang. Alors, comme vous allez le voir, le Big Bang est tout à fait confirmé. Donc il avait d'autres défauts, et le caractère pionnier de son travail, qui était avec beaucoup d'intuition, est passé un peu inaperçu. Il a fallu attendre des dizaines d'années. Il y a quand même à peu près à la même période Jan Hort en Hollande qui avait trouvé, rien qu'avec les vitesses des étoiles perpendiculaires au plan de la Voie lactée, perpendiculaires à notre propre galaxie, qu'en effet il y avait des vitesses très très grandes et que normalement les étoiles avec cette vitesse auraient dû échapper à la galaxie s'il n'y avait que la masse visible. Donc il y avait aussi beaucoup de matière noire, mais on pensait à l'époque que cette matière noire c'était juste des astres morts, des solides, de la matière ordinaire en quelque sorte. On va voir que ce n'est que bien après qu'on a pensé que cette matière ne pouvait pas être ordinaire. Alors, les galaxies, c'est quelque chose qui est arrivé après, plutôt dans les années 60-70. Les amas de galaxies étaient plus faciles à observer. Les galaxies, elles, vous voyez que ici c'est la Voie lactée, notre propre galaxie, que l'on ne voit que par la tranche. Donc ici c'est une vue d'artiste de notre Voie lactée vue par-dessus. Donc ce qui est tracé ici, il s'agit de la vitesse en fonction du rayon dans la Voie lactée. Ici, on a le Soleil est au bord de la galaxie visible, par ici. Et vous voyez que les points de mesure de ces vitesses, alors comment on fait pour déterminer ces vitesses? Toujours par effet Doppler, on regarde le gaz et les étoiles, et on a une vitesse en fonction du rayon, de la distance au centre. Et vous voyez qu'au Soleil, la matière noire n'est pas très très visible. Alors, quelles sont ces courbes en pointillés? Les courbes en pointillés, c'est la vitesse à laquelle on peut s'attendre s'il n'y avait que le bulbe. C'est pour ça qu'on a avec les bulbes. C'est cette petit écart à la platitude. Ici, vous avez en D le disque. Vous avez ainsi un bulbe et un disque. Et puis, si on somme le bulbe et le disque, c'est toute la matière visible. Donc, les deux vont donner cette courbe ici. Donc, vous voyez que lorsqu'on est au Soleil, c'est-à-dire à peu près à la fin de la galaxie visible, il n'y a pas énormément d'évidence de matière noire. En fait, lorsqu'on a des barres d'erreur assez grandes sur les mesures, on peut se dire, bon, est-ce qu'il y a la matière noire ou pas? C'est pourquoi les astronomes n'ont pas été convaincus jusque dans les années 60-70. Et ce qui les a convaincus, c'est l'observation du gaz, bien au-delà des étoiles. Hein, vous voyez ici un compendium de beaucoup de courbes de rotation pour de multiples galaxies que l'on connaît maintenant grâce au gaz. Alors, vous avez ici la distance au centre, en milieu de 3000 années-lumière, hein, on parle en parsec qui vaut 3 années-lumière, ça c'est les kiloparsecs. Le Soleil serait ici, donc vous voyez, ça c'est la taille des galaxies en optique, en visible, en étoile. Et puis on a un traceur qui est le gaz d'hydrogène atomique. En fait, tout l'univers est principalement du gaz d'hydrogène atomique, tout le reste sont des traces, donc c'est vraiment le composant principal. Alors, dans les galaxies, j'en ai tracé une, mais c'est 83 qui est bien connue. On a fait une carte du gaz d'hydrogène atomique dans la galaxie. Ce gaz, on l'appelle H1 parce que c'est H pour l'atome d'hydrogène. La première source, c'est 1. Ensuite, vous avez la deuxième espèce ionisée, c'est H2, etc. C'est une nomenclature. Donc, quand on parle de H1, c'est uniquement l'atome d'hydrogène. Et l'atome d'hydrogène a une raie fondamentale à 21 cm de longueur d'onde. On l'observe en radioastronomie. En France, on a un télescope à Nancy, par exemple, qui observe dans cette longueur d'onde, mais il y a énormément de télescopes radio dans le monde. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que la galaxie optique, elle occupe ce qui le rond, ici, et le zoom. Et donc, une galaxie est beaucoup plus grande que ce qu'on voit à l'œil. Quand vous voyez une galaxie, vous voyez un tout petit peu le centre de la galaxie. Et en fait, on a des réservoirs de gaz qui
qui s'étale jusqu'à 4 ou 5 rayons de la galaxie visible, et qui sans doute vont tomber progressivement pour former des étoiles, hein, puisque dans la Voie lactée, on forme 2 ou 3 étoiles par an encore, et on forme tout le temps, ça ne s'arrête pas. Donc ce gaz-là, il est très peu massif, donc il ne contribue pas à la courbe de rotation. Par contre, c'est un traceur. Et c'est grâce à ce traceur, par effet Doppler de l'arrêt d'un centimètre, que l'on peut voir que la courbe de rotation est vraiment plate. Alors vous voyez que s'il n'y avait que la matière visible, qui est essentiellement les étoiles, on devrait tomber ici, comme la loi de Kepler le demande, hein, la vitesse au carré, pas qu'en 1 sur R. Donc on devrait voir toutes ces vitesses qui tombent. Alors là, il n'y a plus de doute. L'incertitude sur la vitesse de rotation n'est pas aussi grande. On a quelque chose qui est plat jusqu'au bout. Et donc si c'est plat, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de matière noire, autour des galaxies. Peut-être pas au centre, parce qu'on n'a pas beaucoup d'évidence, mais autour, chaque galaxie est entourée d'un halo de matière noire. Il y a aussi une quantité qui est très importante pour savoir combien il y a de matière dans l'univers, c'est la densité moyenne de l'univers, qu'on va appeler ρ, la densité moyenne, volumique, et que l'on va quantifier par une grandeur sans dimension, oméga, qui est juste le rapport avec une densité critique. Alors, cette densité critique, vous voyez qu'elle est très très faible, 10-29 grammes par centimètre cube, alors que la Terre, par exemple, a une densité d'1 gramme par centimètre cube, donc c'est vraiment quelque chose de très très faible. Et c'est la densité qui, justement, sépare les modèles d'univers. Si un univers, on sait qu'il est créé à partir du Big Bang, il est en expansion, et si l'univers a une très forte densité, il va retomber sur lui-même. Hein, il va être assez lourd pour que le Big Bang retombe en un Big Crunch. Alors par exemple ici, on a tracé plusieurs possibilités d'expansion de l'univers à partir du Big Bang. Nous sommes ici, au temps zéro, et on a ici des milliards d'années. Donc on connaît ce qui se passe au voisinage, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans les avant et après. On sait évidemment que le rayon de l'univers en coordination verticale, le rayon caractéristique, il va tendre vers zéro, évidemment, à un certain moment. Et puis, si la densité de l'univers est assez grande, on va retomber sur soi-même, comme un soufflet qui monte et qui redescend. Mais on n'est pas du tout dans ce modèle-là. On s'est aperçu récemment qu'on était dans le modèle rouge, c'est-à-dire que l'expansion de l'univers est en train de s'accélérer énormément. Donc c'était une surprise, hein, puisque auparavant, cette surprise, elle a eu lieu en 1998. Auparavant, on avait ces 3 modèles d'univers. Alors, je dessine ça à 2 dimensions. D'ailleurs, il est très difficile de le dessiner à 3. C'est-à-dire qu'il faut penser dans ces modèles-là que l'univers, c'est la surface noire, quadrillée, si vous voulez, pour bien quantifier. Donc, l'univers est soit la densité est très grande et on a un univers qui retourne, qui fait un big crunch au bout d'un certain temps, et la géométrie est une sphérique, c'est-à-dire que la courbure est positive. Alors vous voyez qu'il y a 3 courbures ici. Une courbure positive en haut, négative, avec une selle de cheval ici, et puis un univers plat. En fait, nous sommes dans cet univers-là. Nous en sommes maintenant très sûrs. Je vais vous montrer pourquoi. Et c'est avec une grande certitude, et même avec une très très grande précision, nous sommes dans un univers plat. Alors c'est beaucoup plus facile pour faire des calculs, je vous dis, parce que les photons vont en ligne droite. Tous les photons, c'est le rouge là, ils ne sont pas courbes. Alors que si on était dans un univers sphérique ou hyperbolique, on aurait des photons qui ne seraient pas en ligne droite, donc ce serait extrêmement compliqué. Donc nous sommes ici, mais nous avons quelque chose de surprenant, c'est que l'expansion, au lieu d'être décélérée par la gravité de l'univers, est accélérée. Et ça, ce n'est pas le sujet de notre exposé ce soir, puisqu'on parle de matière noire. Mais ça veut dire qu'il y a un autre composant, qui est l'énergie noire, qui n'a pas un aspect attractif, mais répulsif, pour expliquer l'expansion. Alors cette énergie noire, je vais peut-être la mentionner, parce que de toute façon, on sait pas ce que c'est. Donc, on a déjà quelques problèmes. Alors, je voulais dire un petit peu, dans ce Big Bang, on parle toujours d'expansion, en disant que les galaxies s'éloignent de nous, toutes les galaxies autour de nous s'éloignent, on dit qu'il y a un effet Doppler, un décalage vers le rouge, qu'on va appeler redshift parce que ça va beaucoup plus vite. Mais je voulais bien préciser de quoi on parle. Parce que ce qu'on voit dans les galaxies qui s'éloignent, il s'agit d'une longueur d'onde qui est décalée vers le rouge. Alors, ce qu'on appelle redshift, c'est ceci, c'est-à-dire le décalage entre la longueur d'onde que l'on reçoit
la longueur d'onde au repos de l'élément qu'on reçoit sur cette longueur d'onde au repos. Ça marche bien? Ok, ça marche bien. Peut-être qu'il faut que je sois à peu près à distance constante, et ça c'est difficile. Donc, l'expansion de l'univers, en fait, on le traduit par ce décalage vers le rouge, ce redshift. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas une vitesse. C'est-à-dire que les galaxies qui s'éloignent de nous, elles sont fixes. D'accord? Elles sont sur la surface du ballon, ici. Vous pouvez imaginer chaque galaxie à une croisée de référentiel. Mais les galaxies ne bougent pas. Ce qui se passe, c'est l'espace qui enfle. Hein? C'est l'espace qui est comme un ballon de baudruche et qui s'accroît. Alors le photon, j'ai représenté un photon ici comme une sinusoïde, qui a une longueur d'onde. On voit bien que le photon suit l'espace, il enfle comme l'espace et il devient rouge parce que la longueur d'onde est plus grande. Donc on voit bien que ce redshift, c'est uniquement la déformation de l'espace qui provoque ce décalage vers le rouge. Donc ce redshift est très intéressant parce que c'est justement avec ça que on va progresser dans l'univers et aller jusqu'au Big Bang. Donc le Big Bang, on aura Z égale au-delà de 1000, 2000, 3000. Vous voyez que l'effet Doppler, ça ne marcherait pas dès que Z égale 1, on aurait la vitesse de la lumière, parce qu'on dirait que le décalage c'est V sur C, et on voit bien qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Donc aujourd'hui, on observe les galaxies avec des redshifts de Z égale 10, 10 ou 11. Alors comment on sait que cet univers est bien plat, comme je l'ai dit? Eh bien, toute cette information, elle est déduite du fond micro-ondes, qui est la relique du Big Bang. Le Big Bang, donc, c'était un état d'univers très 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 chaud, des milliards de degrés, qui par expansion va se refroidir. Donc il y a des tas de photons, un bain de photons, qui aujourd'hui est à 3 degrés Kelvin, 2,7 plus exactement, mais tu vois, et ce rayonnement de corps noir a un maximum à 3 mm de longueur d'onde. C'est vraiment le micro-ondes que vous avez dans votre four micro-ondes. Exactement. Donc à ce pic-là, on a lancé des télescopes dans l'espace pour avoir une idée de la carte de l'univers dans ces longueurs d'onde-là. Et en fait, l'univers est dominé par ce fond de micro-ondes. Toute l'énergie de l'univers est d'abord dans le fond micro-ondes, ensuite dans les galaxies. Donc on est vraiment dominé par le Big Bang. Et c'est pour ça qu'on retire toute l'information. Donc dans ce fond micro-ondes, qu'est-ce qu'on voit? Je n'ai pas tracé le ciel d'abord, qu'on verrait si on n'avait pas soustrait le fond. On a un fond complètement homogène à 10-5 près, donc 1% libre. Ce qu'on fait, c'est qu'on retire ce fond, un brouillard, si vous voulez. Si on avait un œil qui était sensible à 3 mm de longueur d'onde, on verrait le brouillard. Donc on enlève le fond. Après d'enlever le fond, on voit cette image là-haut. C'est une image du satellite Kobe qui a été lancé dans les années 90, mais la même chose a été vue par WMAP et Planck, deux satellites un peu identiques. Donc ce que vous voyez là-haut, c'est notre mouvement de la Voie lactée par rapport au référentiel de l'univers, le référentiel au repos de l'univers, qui est le fond le bain de photons du Big Bang. Donc ici, vous voyez que quand on court sous la pluie, on a la pluie qui arrive devant et rien derrière. Là, c'est pareil. Donc la galaxie se propage et elle voit une température de photons qui est bien plus forte ici, rouge, et puis de l'autre côté, bleu. Donc on se déplace dans un sens à 600 km/s vers un grand attracteur qui est juste un amas de galaxies qui est derrière la Voie lactée. On l'a identifié. Donc on sait que ce sont des amas de galaxies qui progressent. Alors ce que vous voyez aussi, c'est que lorsqu'on enlève ce dipôle-là dû à notre mouvement par rapport au référentiel au repos, on a ceci. Et ceci, c'est la Voie lactée, puisqu'on s'est mis dans le référentiel latitude, longitude de notre propre galaxie. Donc on voit l'émission synchrotron des supernovae, puis l'émission de la poussière de la Voie lactée. Donc ça ne nous intéresse pas beaucoup, c'est quelque chose d'avant-plan. Donc on va le soustraire. On peut le soustraire très facilement, parce que l'émission synchrotron et celle de la poussière a une température bien supérieure à 3 degrés K, donc ça n'a pas du tout le même spectre. Donc ce qu'avait fait le satellite Kobe, c'est d'avoir un ciel à plusieurs longueurs d'onde. On regarde le spectre, on soustrait tout ce qui n'a pas le spectre de corps noir à 3 degrés. Donc on retire la Voie lactée, et voilà ce qu'on voit. Ça c'est très très intéressant. C'est pas du bruit, c'est les fluctuations primordiales qui vont donner, sur les graines, qui vont donner les structures que l'on voit aujourd'hui, les galaxies et les amas de galaxies. Et quand on regarde avec un autre télescope, on aura exactement les mêmes trous et les mêmes pics au même endroit. C'est vraiment caractéristique de l'univers. Et donc, c'est des petites fluctuations qui sont à 10-5. C'est-à-dire que l'excès de température
du photon n'est que de 10-5. C'est vraiment presque homogène partout, à 10-5. Alors quand on regarde avec les autres satellites qui ont été envoyés, WMA par la NASA, récemment l'ESA a lancé flanc, vous voyez que les progrès sont surtout dans la résolution spatiale. Avant, on avait très peu de résolution, et puis on a fait des progrès. Maintenant, on a toujours le même trou gigantesque, on a toujours les mêmes structures. Hein, c'est ce qu'il y avait dans l'univers lorsque la température était de 1000 degrés environ. Donc Z égale 1000, entre 2 et 3000. Et ensuite, les photons se sont déplacés en ligne droite. Alors pourquoi? Parce qu'auparavant, ça c'était une surface de l'univers qui a 300 000 ans après le Big Bang. Auparavant, il y avait des diffusions entre les photons et puis la matière, on ne voyait plus rien. Donc là, c'est en quelque sorte un mur et on voit ces fluctuations. Alors, ces fluctuations, on peut, en fonction de leur taille spatiale, on peut montrer la puissance que vous avez pour chaque taille, si vous voulez. Hein. Alors là, c'est la taille, c'est les grandes tailles et les petites tailles. Vous voyez que la grande taille, on avait un gros trou puis un trou maximum, c'est ça en fait. On voit. Et alors, ce que vous voyez ici, les mesures, c'est les petits points rouges, et puis le modèle, c'est la courbe. Vous voyez que c'est exactement ce que l'on prédit. Et la taille du premier pic, qu'est-ce que c'est? Le premier pic, c'est l'horizon sonore, c'est-à-dire c'est ce qui se passe ici, c'est que les photons et la matière ordinaire est en équilibre acoustique, c'est une onde acoustique de pression. Donc on a un son qui se balade, hein, exactement comme dans l'air ici, quand on part. Donc ici on a un horizon sonore, et donc comme ça arrive à une période donnée, on sait que le son n'a fait que 500 millions d'années-lumière depuis le Big Bang. Donc on connaît la taille intrinsèque. Or on voit l'angle qui s'appelle sur le ciel. Donc on sait si les photons sont allés en ligne droite ou s'ils ont été courbes. S'ils étaient courbes, il y aurait une plus petite taille pour la même taille intrinsèque. Donc c'est cette position-là du grand pic qui nous donne la platitude de l'univers. Vous voyez qu'on le sait exactement avec précision, puisque les barres d'erreur, elles sont presque invisibles. Donc on a vraiment un univers plat. Alors vous voyez, s'il y avait des univers différents, alors il y a énormément de quantités qui sont incluses dans cette carte. Vous voyez qu'ici on fait varier la densité des baryons, on appelle ça oméga B, hein, c'est rho toujours sur rho C. Si on fait varier cette densité, on voit que le pic ne varie pas mais en amplitude. Si on fait varier la densité totale de l'univers, on voit que ça varie ici. La constante de Hubble, c'est-à-dire le taux d'expansion, etc., j'en passe, mais au moins, lorsqu'on a mesuré tout cela avec le satellite Planck, on a mesuré plein de grandeurs de l'univers, par exemple l'âge de l'univers, qui est maintenant de 13,8 milliards d'années, ça on a pu le déterminer avec grande précision. Et ça, c'est un calcul qui n'est pas incertain, parce qu'il s'agit de fluctuations très très faibles, qui sont linéaires, on peut faire le calcul avec très grande précision. Donc voilà, voici à quoi on est amené maintenant. Donc, aujourd'hui, on a cette composition de l'univers, on a la matière ordinaire, protons, neutrons, qu'on appelle baryons, qui représente seulement 5% du tout. Et on a de la matière noire qui n'est pas ordinaire, qui fait 25%. Et puis on a cette fameuse énergie noire qui fait 70%. On ne sait pas ce que c'est, mais en fait, on connaît bien la composition. Vous voyez la densité, et puis ça c'est aujourd'hui, mais elles évoluent de façon différente. C'est-à-dire que l'énergie noire ne domine qu'aujourd'hui. L'énergie noire elle a une constante dans le temps, lorsque l'univers entre en expansion, alors que la densité de matière ordinaire, elle décroît comme 1 sur le volume, comme 1 sur R au cube. Les photons comme 1 sur R4, on va voir pourquoi. Donc les photons et les neutrinos, là, dominent beaucoup plus 380 000 ans après le Big Bang, alors que vous n'avez pas d'énergie noire. Alors là, c'est un argument qui a fait basculer dans les années 1980 notre perception de la matière noire. C'est que jusqu'en 1985, on pensait que la matière noire, c'était la matière ordinaire. On n'avait jamais pensé à autre chose. C'était peut-être des protons et des neutrons qui étaient sous notre forme. Et puis on s'est aperçu que s'il n'y avait que de la matière ordinaire, on ne pourrait pas former les galaxies. Donc, je vais essayer d'expliquer pourquoi, mais c'est peut-être avec les mains, mais je vais essayer. C'est que dans l'expansion, vous avez une force, l'expansion de l'univers, qui contrecarre la gravité. On n'arrive pas à effondrer les structures. Donc les structures se développent très très doucement. On voit bien, hein, il y a un ressort qui rentre en expansion. Donc ce qu'on peut montrer quand on résout
les équations, c'est que le contraste de densité, qu'on appelle le delta rho sur rho, ou le delta, il va croître très 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 lentement. Il va croître exactement comme le redshift, l'expansion de l'univers. Or, la matière ordinaire, elle est piégée lorsqu'elle est ionisée. Au début, l'univers est ionisé. Pendant 400 000 ans, l'univers n'est que ionisé. Il ne peut pas s'effondrer. La matière ionisée, elle est en équilibre avec les photons. Elle fait des ondes acoustiques, mais elle ne s'effondre pas. Donc, on n'a pas le temps finalement, parce que cette matière reste ionisée jusqu'à z égale 1000. Or, on a des fluctuations de 10-5, donc on arriverait à des structures de 10-2 aujourd'hui, puisqu'on ne peut croître qu'à un facteur 1000. Donc, s'il n'y avait que la matière baryonique, il n'y aurait pas de galaxie. Par contre, la matière noire, elle n'interagit pas avec les photons, parce que justement, elle est noire, elle est transparente. Et cette matière noire, elle va s'effondrer avant. Donc, on va gagner du temps. Donc, dans ce petit schéma où les baryons n'arrivent pas à s'effondrer, on voit que la matière noire s'effondre avant. Donc, elle va croître beaucoup plus vite, parce qu'elle prend de l'avance. À ce moment-là, on arrive vraiment à quelque chose qui est de l'ordre de 1. Donc, aujourd'hui, on peut former une galaxie, ça va être non linéaire. Et puis, les baryons, ils vont juste tomber dans les galaxies qui ont été formées autrefois. Donc, ce qu'on forme d'abord, c'est des galaxies de matière noire, comme des puits de potentiel, et puis les baryons tombent dedans. On dit toujours, est-ce que les étoiles se forment avant les galaxies ou les galaxies avant les étoiles? En fait, les galaxies se forment avant les étoiles, puisque les galaxies se forment d'abord sous forme de matière noire, et ensuite les étoiles se forment à partir du gaz. Alors, pourquoi à partir de quand la matière noire se forme? Mais vous avez ce petit diagramme qui montre comment varie la matière, la densité de matière, la densité de photons dans l'univers. La densité de matière, c'est facile, ça décroît comme 1 sur R3, le volume. Vous expandez quelque chose, ça varie comme le volume, évidemment, la densité se dilue. Alors pourquoi les photons se diluent en R-4? Eh bien, simplement, le nombre de photons varie aussi en 1 sur R3, comme le volume, mais l'énergie du photon, on a vu que les photons devenaient plus rouges, donc l'énergie, elle tombe comme 1 sur R aussi. Elle s'expand comme l'univers. Donc on a bien des photons qui décroissent en 1 sur R4. Mais on voit ici cet équivalence entre matière et rayonnement arrive à un redshift qui est bien au-delà de la neutralisation de l'univers. Donc là, on a un univers ionisé, et ici un univers neutre. Donc les baryons ne puissent s'effondrer qu'ici, et la matière noire bien avant. Heureusement, mais de peu, sinon il n'y aurait pas de galaxie aujourd'hui. Donc à partir de cet instant, on a compris, c'est lorsque justement on a commencé à mesurer les fluctuations, qui fréquente primordiale qui donne lieu aux galaxies, on s'est aperçu qu'elles n'étaient pas de 10-2, 10-3, mais de 10-5. On s'est dit c'est pas possible de les former avec seulement de la matière ordinaire, il nous faut de la matière noire non baryonique. Et c'est à partir de 1985 justement que les recherches de matière, des particules exotiques, qui ne sont pas des baryons, on a commencé à les rechercher dans les tunnels aux États-Unis, en France, sous le Mont Blanc, en Italie, le Grand Sasso, etc., pour essayer de voir ces particules de matière noire qu'on a partout dans cette salle ou sous les tunnels justement, et de voir si on n'aurait pas une collision avec un détecteur et on pourrait détecter ces matières noires. Donc depuis 30 ans, on cherche ces particules. On n'a toujours pas trouvé, mais on a quand même éliminé beaucoup de candidats. Alors ici, vous avez un petit peu de l'histoire de l'univers. En vertical, c'est le temps. Vous voyez tout ce que j'ai dit ici. La période depuis le Big Bang qui est très très chaude et où la matière est ionisée et les photons sont diffusés par le plasma de matière ionisée. Puis ensuite, à Z égale 1000, la matière, la température tombe en dessous de la température où l'hydrogène se recombine. Le proton et l'électron deviennent atomes d'hydrogène. Donc c'est à Z égale 1000. Et vous avez une période qu'on appelle âge sombre, puisqu'il n'y a aucune lumière, il n'y a pas d'étoiles qui sont encore formées, mais il y a des galaxies de matière noire. Et puis ensuite, les premières galaxies arrivent, c'est ce qu'on a dans ce cartoon représenté par les bulles jaunes, qui sont les étoiles qui émettent des rayonnements ultraviolets et qui rayonisent toute la matière autour d'elles. Donc ici, on n'avait que du gaz atomique, et puis après, peu à peu, ces bulles ionisées se rejoignent, on a une percolation, et à peu près ici, là, à peu près 1 milliard d'années, donc c'est peu par rapport à l'âge de l'univers de 13,8, on a un univers qui est complètement rayonisé. C'est-à-dire qu'entre les filaments et les galaxies, on n'a que du plasma. Et puis des galaxies quand même se forment à la fin. Alors,
comment on peut faire des cartes de matière noire? C'est par cette technique qu'on utilise beaucoup depuis une dizaine d'années, c'est les lentilles gravitationnelles. Ce que vous voyez ici, c'est un amas de galaxies. Vous voyez que une grosse galaxie centrale de l'amas, vous avez des tas de galaxies dans un amas assez lointain qui s'appelle Abel 28. Et puis, ce que vous voyez ici, ce sont des arcs ici qui font le tour de la galaxie principale. Il y a beaucoup de matière noire ici, et cette matière noire va dévier les rayons lumineux. Comme déjà au début du XXe siècle, l'expérience avait été faite pour voir si Einstein avait raison, si la matière déviait bien les rayons lumineux. En effet, une étoile derrière, le Soleil, avait été déviée par le Soleil. Donc on sait que les rayons lumineux sont déviés par une masse. Donc ici, évidemment, on va s'en servir pour calculer la masse noire. Et on voit ici des déformations de la lentille. C'est comme une lentille, on focalise, parfois on amplifie. Donc tous ces petits arcs, ce sont des galaxies de fond qui ont été déformées. Alors là, on voit une galaxie qui a été déformée beaucoup, mais on peut mesurer des tas de petites déformations. Alors vous voyez un petit schéma ici, des galaxies de fond, et on place une lentille devant. Donc on va déformer cette galaxie rouge parce qu'elle est juste sur la ligne de visée. Par contre, toutes les autres galaxies vont être aussi un tout petit peu déformées, et grâce à un millier de galaxies que l'on a derrière, on peut avoir une carte, on peut déduire une carte de la matière noire. C'est ça qu'on fait couramment. Voici un exemple d'une partie du ciel où on a représenté en rouge ce qu'on observe, la matière visible, qui dans un amas de galaxies est surtout du gaz très très chaud, à des millions de degrés, donc une carte en rayons X. Ici on a en bleu la carte qu'on a déduit des lentilles gravitationnelles, donc la carte de matière noire, la carte de ce qu'on ne voit pas. Et lorsqu'on superpose les deux, on voit qu'elles correspondent bien. On a ici un vide, qui est un vide à la fois de matière noire et de matière visible. Donc on sait qu'il y a une très bonne correspondance entre matière noire et matière visible. Et on le sait d'autant plus que, par exemple, ça fait très très longtemps, depuis 1978, qu'il y avait toujours une relation entre la vitesse de rotation des galaxies. J'ai parlé de la vitesse qui était due à la matière noire essentiellement. Donc ici c'est un indicateur de matière noire. Et ici, c'est la luminosité des galaxies. Donc, plus une galaxie lumineuse, plus elle a de matière noire. Donc ça, cette relation-là, qui est très bien vérifiée, qui en 78 a fait cet aspect-là. Maintenant, on en a d'autres. Celle-ci, à un moment donné, on s'est dit, ah, ça marche pour les galaxies très massives, ça ne marche pas pour les petites. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est que les petites, il faut prendre en compte la masse des baryons, de tous les baryons et du gaz. Et les petites, elles sont dominées par le gaz, et non pas par les étoiles. Donc, lorsque vous prenez toute la masse, en fait, vous avez une très bonne corrélation. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça a alimenté justement les modèles de gravité modifiée, comme Zwicky l'avait prédit, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez la matière visible, vous avez de la matière noire aussi. Alors cette relation, maintenant, aujourd'hui, on en a des versions un peu plus sophistiquées. Donc ici, vous avez toujours la vitesse du plateau de la courbe de rotation, donc la matière noire, si vous voulez. Et puis ici, la matière visible. Ça, ce sont les observations en bleu, rouge de certains types de galaxies. Alors, le gros problème ici, c'est ce à quoi on s'attendrait par le modèle standard de matière noire. Je n'ai pas encore parlé des trois types de matière noire, froide, chaude ou tiède, mais il suffit de dire, là, juste pour l'instant, qu'on appelle le modèle de matière noire standard, la matière noire froide, ou en anglais, ça dit cold dark matter. Donc, CDM, c'est le modèle standard de matière noire. Alors, on fait souvent des simulations numériques de formation des galaxies dans ce modèle-là. Et ce que donne ce modèle, c'est ces courbes-là. Vous voyez qu'il y a un gros problème, c'est qu'on est bien au-dessus. D'abord, la courbe n'a pas la même pente, hein, c'est une courbe bleu, mais comment se fait-il qu'on s'attendrait à voir beaucoup plus de masse visible dans chaque galaxie? Ça, c'est encore un mystère. C'est-à-dire que, vous voyez, pour les petites galaxies, on a un facteur 10 à 100 fois moins de matière visible dans les galaxies que ce à quoi on pourrait s'attendre. Alors, à quoi on pourrait s'attendre? C'est la fraction universelle de baryons. Et on l'a vu que c'était 5% sur 30%, ça fait à peu près 17% de la matière sont des baryons. Et là, il n'est pas du tout question. Donc, ce qui est le gros problème, c'est pourquoi les baryons sont sortis des galaxies. Donc, pour les grandes masses, c'est un facteur 10, pour les petites masses, c'est un facteur 100. Ça, on n'a pas bien compris encore. Et en fait, une des questions
aussi parallèle à toute la matière noire et qui nous empêche de bien résoudre le problème, c'est qu'on ne sait même pas où sont tous les baryons. Il y a un deuxième problème ici. Quand on fait le recensement de toute la matière ordinaire qu'on connaît, c'est-à-dire dans les galaxies, les étoiles, le gaz, dans les amas de galaxies, le gaz très chaud, tout ça, ça fait que 6% du nombre de baryons qu'on attend, c'est-à-dire que les 5% du tout. C'est 6% de ça. Donc vous voyez que même la matière ordinaire, elle n'est pas bien connue. Elle est sans doute invisible quelque part, bien cachée. On s'est dit, où est-elle? Elle est certainement entre les galaxies. Si vous avez une simulation cosmologique, on sait qu'on forme des filaments de matière noire et matière ordinaire. Et puis, les galaxies, c'est les points blancs, par exemple. Les galaxies suivent les filaments. Et ça correspond très bien à ce qu'on observe. Quand on fait un survey de galaxies, on voit que toutes les galaxies suivent des filaments. Ça, on est très content, ça marche bien. On représente bien l'univers avec ce genre de simulation. Par contre, où est la matière baryonique? C'est difficile. Alors, est-ce qu'elle est dans les filaments? On a une petite idée de la quantité de matière ordinaire dans les filaments par absorption devant les quasars lointains. Les quasars, ce sont des noyaux de galaxies très très puissants qui sont beaucoup plus puissants que toute la galaxie réunie. Donc ce noyau-là nous permet, ce sont des jalons en fait, et nous permet de revoir en absorption tout le milieu intergalactique. Et on a comme ça des absorptions de gaz, il y aurait d'hydrogène, l'Iman alpha par exemple, donc l'hydrogène atomique. Et on pense qu'il y a une grande quantité, mais pas plus que 18% de ces baryons qui sont dans les filaments. Et puis peut-être un gaz qui serait ni trop chaud, parce qu'on le verrait en rayons X, ni trop froid, parce qu'on le verrait dans l'absorption. Donc quelque chose qui est chaud-froid, juste dans la zone où on peut l'éviter de le voir, parce qu'on ne le voit pas. Donc, et ça, on pense qu'il y a peut-être 10% là-dedans, et donc la moitié, plus de la moitié, la matière ordinaire, on ne sait pas où aller. Donc ça, c'est un petit peu un gros mystère aussi. La fraction de baryons qui est traitée dépend donc de la masse, comme je l'avais dit. Dans les petites naines, on en détecte très très peu, et puis dans les grandes galaxies, un petit peu plus. Dans les amas de galaxies, on commence à détecter cette matière ordinaire sous forme de gaz très chaud. Elle n'est pas dans les galaxies, mais en dehors des galaxies. Alors, c'est résumé encore sur ce problème-là, mais c'est une façon de dire la même chose, c'est-à-dire que vous avez le nombre de galaxies en fonction de la luminosité. Les rouges, c'est ce qui est observé. Et puis le bleu, c'est le modèle. Et on essaie de rattraper le modèle ici. Donc, par exemple, on va le faire toucher au milieu. Et puis on voit que, alors au milieu, ça tombe bien, c'est des masses qui sont de l'ordre de la Voie lactée, des galaxies tout à fait ordinaires. Et donc, si je trace le rapport masse sur luminosité, vous voyez que cette courbe va devenir celle-là. C'est-à-dire que le nombre de baryons que j'ai dans la Voie lactée, c'est 20% de tout ce que je pourrais avoir. Donc j'en ai très peu. Mais c'est le maximum. Pour les galaxies de faible masse, pour les galaxies de forte masse, il y en a encore moins. C'est-à-dire qu'il y en a que quelques pourcents. Alors comment on essaie d'expliquer ça? Pour les petites galaxies, celles qui sont ici, on pense que dès qu'on forme des étoiles dans ces galaxies, peut-être il va y avoir des supernovae qui vont chasser tout le gaz. Et on va avoir que des petites galaxies de matière noire. C'est une hypothèse. Et puis les grosses, on ne sait pas parce que les supernovae ne sont pas suffisantes pour chasser tout le gaz dans les grandes galaxies, c'est un gros potentiel. Donc ce qu'on suppose ici, c'est qu'il y a un gros trou noir au centre qui va avoir des effets très très puissants, qui va pouvoir chasser tout le gaz des galaxies. Mais il faut chasser 90% du gaz des galaxies. Donc c'est quand même, vous voyez qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc dans ces simulations numériques, en voici une. Et puis une des plus grosses simulations numériques qui a été faite en Europe, qui est ici, on voit des filaments de matière noire, dont la couleur vous donne la densité. On voit bien qu'il y a des filaments ici. On est en train de voyager dans les filaments, et on voit qu'il y a des zones plus denses, qui sont soit des galaxies, soit des amas de galaxies à la croisée des filaments. Donc ça, on voit bien ce que c'est, et à grande échelle, ça marche bien avec les observations. On voit à peu près le même type de filament. Le gros problème, c'est à petite échelle. Ça ne marche pas bien avec les simulations. Ici, si ça veut bien, voilà. Ça vous montre exactement la comparaison entre les simulations numériques et les observations. Donc les observations sont en bleu. En bleu, vous avez les surveys, les grands relevés des galaxies. Chaque point est une galaxie. Donc on a fait des tranches d'univers. Et on a eu la troisième dimension avec les vitesses, le redshift, si vous voulez. Donc vous voyez qu'on a l'amas de coma ici, on a un grand mur de galaxies, on a de grands filaments.
Donc les galaxies, c'est très peu de masse, mais ça trace les filaments qu'il y a sous-jacents. Et puis, ça sont les simulations en rouge. Donc l'apparence de filaments et de gruyère, si vous voulez, est très ressemblante. Et donc on est très content de cela. Alors, c'est pas une grande surprise parce que quand on regarde qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ces filaments, on a pris les fluctuations initiales qu'on a vues dans le fond cosmologique, toutes les fluctuations vues par Kobe, Blummat et Planck, et puis on a fait effondrer par la gravité, on a fait la gravité ordinaire, les Newton, et on a trouvé ça. Donc cette forme de filament dépend des conditions initiales, et on s'en est bien aperçu parce que si on ne prend pas les conditions initiales qui sont vues dans le fond cosmologique, on n'a pas du tout ces filaments-là. Donc ces filaments-là dépendent des conditions initiales que l'on connaît, puisqu'on les a vues dans le fond cosmologique. Donc à grande échelle, le modèle standard marche parfaitement. Donc ici encore, ça vous donne une idée de la taille des simulations qu'on peut faire aujourd'hui. Ce sont des milliards, 10 milliards de points, 10 milliards de particules. On a une très très grande dynamique. Vous voyez ici 1 milliard de parsecs. Et puis, vous voyez un petit peu l'effet reproductible de cette structure alvéolaire. Vous avez changement d'échelle à chaque fois. Vous avez un changement d'échelle de facteur 1000. Donc, on fait beaucoup plus de galaxies sur ordinateur que ce qu'on observe réellement. Puisqu'on a fait 10 milliards de galaxies, alors qu'on en a observé que quelques millions. Mais on va bientôt rattraper avec l'observation, parce qu'avec Euclide, on va pouvoir observer 12 milliards de galaxies. Euclide est un satellite qui va être lancé en 2020. Et avec le radiotélescope STA, on va pouvoir faire aussi 10 milliards de galaxies avec les redshifts. Donc c'est une course entre simulation et observation. Et actuellement, ce sont les simulations qui gagnent. Mais ça prend longtemps. Donc, ce que je voulais donc montrer, c'est qu'on a un modèle de matière noire, donc pour savoir ce que c'est, qui marche très très bien à grande échelle. Par contre, lorsqu'on est au niveau des galaxies, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on a qui ne marche pas? C'est que les simulations numériques que je vais montrer, dans chaque galaxie, elles prédisent un pic de matière noire, qu'on appelle une cuspide, c'est-à-dire un pic de densité. Et ça, on ne l'observe pas du tout, parce que par les courbes de rotation, on sait très bien comment distribuer la matière noire dans la galaxie. Elle est distribuée en plateau plutôt qu'en pic. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et puis aussi, le nombre de petits satellites que vous avez autour de chaque galaxie typique, comme la Voie lactée ici. Vous avez des milliers de galaxies qui sont prédites, des milliers de petits satellites autour de la Voie lactée. Autour de la Voie lactée, on observe une douzaine ou une vingtaine, ça dépend de la masse, mais pas des milliers. Donc ça, c'est un gros problème du nombre de petites galaxies que vous avez. Donc on est obligé de dire qu'elles sont complètement noires, elles ne sont jamais formées d'étoiles, ce qui est bizarre. Donc voici un peu les problèmes, et voici ce qu'on prédit, et voici ce qui est observé. Ça, c'est pas vraiment ça. Et les courbes de rotation, par exemple, les courbes de rotation des galaxies naines, parce que les galaxies naines, elles sont complètement dominées par la matière noire. Le gaz et les étoiles ne dominent pas du tout. Donc on sait dès le début qu'on a un plateau et non pas un pic de matière. Alors on s'est demandé, bon, pour avoir ce plateau de matière et non pas ce pic, peut-être qu'il faudrait que les particules de matière noire aient une section de collision, parce qu'elles ont des collisions entre elles. Et donc c'est ce qu'on appelle une matière noire qui interagit avec elle-même, donc les particules de matière noire entrent en collision. Si elles rentrent en collision, on s'imagine bien qu'il y a un petit chaos qui se produit, et au lieu d'un pic, on va étaler le pic. Alors en effet, c'est ce qu'on fait dans les simulations lorsqu'on fait collisionner les particules. Nous, on a une espèce de cœur, mais le problème c'est qu'il est sphérique, bien sûr, alors qu'on observe des halos de matière noire qui sont aplatis. Donc ça ne marche pas tout à fait, et puis surtout, il faudrait des sections efficaces de collision qui dépendent de la masse de l'objet, parce qu'on obtient des cœurs qui n'ont pas du tout la même taille pour chacun des objets. Donc ça ne marche pas vraiment. Alors aujourd'hui, beaucoup d'astronomes essaient de faire varier la nature de la matière noire. La nature de la matière noire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui sont froids, des particules de matière noire froide. Qu'est-ce que c'est? C'est en général des particules de matière un peu massives qui ne sont pas relativistes quand elles sont découpées de l'expansion au découp de l'univers. Donc en général, le modèle standard c'est celui-là. On a vu des simulations comme ça. À grande échelle, ça marche. Mais si elle était tiède, ici, warm dark matter, ou bien chaude, vous n'auriez pas du tout la même structure. Vous voyez qu'ici, on a éliminé toutes les petites structures.
ça, une matière noire chaude qui est relativiste lorsque ça commence à se découper au début de l'univers, c'est typiquement les neutrinos, dont on connaît qu'ils ont aujourd'hui une masse. Donc, était un des candidats de la matière noire, c'était celle de neutrinos. En fait, ça ne marche pas du tout. Donc, les neutrinos, d'abord, on s'est aperçu qu'il avait beaucoup moins de masse que prévu. C'est plutôt de l'ordre de l'électronvol, donc quelque chose de très 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 petit, hein, par rapport à un proton qui est un giga-électronvol. Donc, c'est très très petit. C'est pas suffisant. Et en plus, elle ne permet pas de former des galaxies. Donc, ça marche pas. Et puis, tous ces satellites qui manquent, hein, pour vous donner leur demandeur, voici ce qui est prévu. Le nombre de satellites en fonction de leur taille, vous en avez 10 000 jusqu'à 100 000. Et ce qu'on observe, c'est une dizaine, une vingtaine, c'est ce qu'on disait, autour de la Voie lactée. Donc on n'a pas du tout, par des ordres de grandeur, le bon nombre de satellites. C'est un petit peu ça. Et en plus, ce qu'on observe, alors ici c'est le rapport M/L que je vous ai montré tout à l'heure, on s'attendrait à avoir ce rapport M/L ici qui nous dit que tous ces petits satellites sont noirs, complètement noirs, faits de matière noire. Or, ce qu'on observe autour de la Voie lactée, c'est des galaxies comme Fornax, Draco, etc., qui n'ont pas autant de matière noire que prévu. Donc là, on a deux problèmes. Donc, il y a aussi le problème qu'on a beaucoup de candidats pour cette matière noire, j'en ai pas parlé. Je ne vous demande pas de lire tout ça, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a énormément de candidats. Le principal, c'était le neutralino. Pendant au moins 20 ans, c'était le candidat principal qui venait de la théorie de supersymétrie, où chaque particule du modèle standard est associée à une particule supersymétrique. Le neutralino, c'était une particule supersymétrique, une combinaison de bosons de Higgs et puis de neutrons. Mais hélas, cette particule, elle a été prédite autour de 100 GeV, c'est-à-dire 100 fois la masse du proton, dans le LHC, et on ne l'a toujours pas vu. Vous savez qu'en 2012, on a détecté le boson de Higgs, mais il fait 125 GeV, et cette particule fait 100 GeV, donc on l'aurait vu. Donc il y a un problème, on ne l'a pas vu. D'où crise. Alors vous voyez que dans tout ce modèle standard, il y a aussi un candidat qui devient de plus en plus candidat maintenant que le neutralino a perdu de poids. Ce sont les neutrinos stériles. Alors il y a trois neutrinos qu'on connaît, neutrinos électroniques, myoniques et atomiques, ça on les a vus. On les a vus dans le Soleil, on a vu le problème du neutrino solaire. On a vu que ces trois neutrinos s'échangeaient. Ils oscillent l'un envers l'autre, ça veut dire qu'ils ont une masse. Par contre, ils ont une certaine chiralité, je ne sais pas comment on dit. Et en fait, on pourrait penser que vous avez trois autres sources de neutrinos qui seraient beaucoup plus massifs. On l'appelle stérile parce qu'ils n'interagissent pas avec le reste, sinon on les aurait déjà vus, évidemment. Donc il faut absolument qu'ils soient stériles. Et ils ont une autre chiralité. Donc ça c'est possible par symétrie, ça permettrait de combler le vide. Pourquoi ils sont tous dans un spin et pas les autres. Alors ces neutrinos, c'est une hypothèse, elle est encore là. Il pourrait y avoir de la masse et ça pourrait être la matière noire, donc un des candidats. Bon, je passe ici parce qu'en fait, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais juste vous montrer la prédiction de ce qu'on peut faire dans les tunnels. On a actuellement au Grand Sasso le Xenon Newton qui a été inauguré en septembre 2015, je crois, qui est en train d'accumuler les résultats. Le principal limite supérieure, vous voyez que ça descend, on fait des progrès quand même. C'était Lux qui est dans un tunnel aux États-Unis. Donc, il avait la primeur jusqu'à présent, mais bientôt le Grand Sasso va prendre le dessus. Et on va pouvoir diminuer. Donc, quand même, un facteur 10 tous les 2 ans, c'est pas mal. Et on pense qu'arrivé en 2026, il va falloir s'arrêter parce qu'on va toucher un plancher qui est celui des neutrinos qui nous envoient des tas de bruit. On ne pourra pas aller au-delà de ce pot. Donc là, on va s'arrêter et on s'arrêtera en disant on a éliminé beaucoup de candidats. Même si on ne sait pas ce que c'est, on sait ce que ça n'est pas. C'est pas mal. Puis en fait, je finirai les quelques minutes en disant, ma foi, il y a ce proverbe de Confucius qui dit que c'est vraiment très difficile d'attraper un chat noir sur le tête de la nuit. Surtout s'il n'y a pas de chat. Alors, surtout s'il n'y a pas de chat, ça veut dire surtout s'il n'y a pas de matière noire. Donc, on va essayer de regarder l'hypothèse où ce n'est pas de la matière noire, en fait, mais c'est une gravité modifiée. L'hypothèse qui règne toujours derrière la tête, puisque finalement, cette matière noire, on ne la voit que par la gravité. Est-ce qu'il suffirait de changer la gravité et on n'a pas besoin de matière noire? Et ça, c'est une hypothèse qui a mis beaucoup de temps à prendre jour, même malgré que Milgrom, en 1983, avait émis cette hypothèse.
Alors pourquoi? J'avais émis une hypothèse très judicieuse, c'est que le rapport entre la masse dynamique que l'on a par la gravité et la masse visible, elle est forte. Il y a un problème, quoi. Parce que lorsque la masse dynamique égale la masse visible, il n'y a pas de matière noire. Donc ce rapport 1, il est obtenu pour les fortes accélérations de gravité, les forts champs de gravité. Donc en fort champ de gravité, vous n'avez aucun problème. Vous avez un problème en faible champ de gravité. Et ce qui est normal, puisque en fort champ de gravité, tout le système solaire est dans fort champ de gravité, il n'y a aucun moyen de percevoir ce régime. Par contre, il n'y a qu'en astrophysique que vous avez ces faibles champs de gravité. Faible champ de gravité, ça veut dire 10-11 fois le champ de gravité terrestre. Donc c'est vraiment très petit. Et lorsqu'on est au-delà de ce champ-là, à ce moment-là, la force de gravité, c'est pas en 1 sur 2, mais en 1 sur 1. Il n'y a rien qui, dans le système solaire, puisse dire le contraire. Donc, si on extrapole au faible champ, eh bien, on est obligé de rajouter la matière noire. Peut-être que c'est simplement que l'extrapolation n'est pas bonne. Donc, il faudrait modifier la gravité et on n'aurait pas besoin de matière noire. Ça, c'est une possibilité, surtout si on ne la trouve pas. Donc, là, je vous ai montré des explications très, très simplistes, mais sachez qu'il y a, de toute façon, à Lagrangien, aussi une théorie covariante qui remplace la relativité d'Einstein pour ces composantes de gravité modifiées. Et puis, on peut s'interroger, est-ce qu'on reproduit avec ce mécanisme-là les courbes de rotation? Le miracle, on les reproduit très très bien. Les courbes de rotation, que ce soit les petites galaxies où il y a très peu d'étoiles, très peu de gaz, à ce moment-là, les points de mesure qui sont là sont très bien reproduits par cette gravité modifiée. Les grosses, alors on a très peu de matière noire au centre, puisque les étoiles représentent tout. C'est comme dans la Voie lactée, on a besoin de matière noire qu'après le Soleil. Donc ici, c'est bien, ça représente tout aussi. Simplement, le champ faible de gravité est ici, alors que dans les petites, on a le champ faible des lumières. Donc, pour les galaxies, ça marche très bien, ça explique la loi aussi de corrélation parfaitement. Alors, le gros problème, c'est qu'à grande échelle, ça ne marche pas. Ça marche pas bien. Donc, on a les deux, on a des problèmes partout. Donc, ce qu'on s'est rassuré quand même en disant que toutes les galaxies spirales, les barres, etc., on arrive à les former. On a fait des simulations en champ newtonien, avec matière noire, ou en champ de gravité modifié sans matière noire. Et finalement, ça marche bien. Alors, les gros problèmes de monde, enfin de la gravité modifiée, hein, qu'on appelle monde, ce sont les gros amas de galaxies. À grande échelle, pourquoi? Parce que dans les amas de galaxies, on n'a pas assez de champs faibles. Donc, on n'a pas assez de modification de gravité. Alors, je vous montre exactement le problème. Ici, on a la masse observée, ici, on a la masse dynamique. Donc, si on est sous Newton, vous voyez que la masse dynamique est bien plus grande que la masse observée, c'est le problème de la matière noire. Et puis, si on est en gravité modifiée, vous voyez qu'on a un peu résolu le problème, mais pas complètement. On aurait besoin à la fois de modifier la gravité et à la fois de rajouter un peu de matière noire, ce qui n'est pas du tout satisfaisant. Il faudrait qu'on ait soit la matière noire, soit la gravité modifiée, mais pas les deux. Sinon, c'est plus facile, on a trop de paramètres. Donc là, on voit que pour les amas, ça ne va pas. Ou alors, c'est pas complètement perdu. C'est que, comme vous le savez, 90% des baryons, on ne sait pas où ils sont. Donc il suffirait d'ajouter un peu de baryons ensemble pour résoudre le problème. Ou des neutrinos. Et puis, on a, par exemple, des amas en collision qui nous renseignent beaucoup sur ce genre de modèle de gravité modifiée. Voici l'amas du boulet que vous mettez en couverture. Donc ici, c'est deux amas en collision. Il y a ce petit amas qui a traversé le gros amas. Et on a représenté en rouge le gaz très chaud en rayons X, à 10 millions de degrés, qui est tous les baryons. Toute la matière ordinaire est sous forme de gaz chaud. Et puis en bleu, c'est la matière noire, enfin la matière totale, dominée par la matière noire, qui vient des lentilles gravitationnelles. Donc ce que vous voyez, c'est que le petit amas en matière noire, il a traversé le gros amas complètement sans se voir. Donc ce qu'on va déduire de ça, c'est que la section efficace de collision est nulle, il ne rentre pas en collision. Le gaz, lui, il rentre en collision. Si vous avez du gaz diffus, ça s'arrête, c'est mieux. On voit qu'il s'est arrêté par collision. Par contre, la matière noire, elle est passée. Les galaxies aussi sont passées. Hein. Les galaxies en blanc, elles sont très très éloignées les unes des autres et les galaxies ne se voient pas. Donc ça passe sans collision. Donc les galaxies et la matière noire, les galaxies en blanc ici, la matière noire, on n'a pas de collision. Par contre, les baryons ont des collisions. Donc on a l'impression qu'on a séparé matière noire et matière. Alors évidemment, on peut faire quand même des modèles de gravité modifiée ici parce que on n'a pas, dans l'hypothèse de gravité modifiée, on n'a pas superposition de baryons et de matière noire.
Simplement, ça dépend de l'intensité du champ. Si on est en champ faible ou en champ fort. En champ faible, on aurait une superpression, en champ fort, non. Donc il y a un mélange. Donc là, c'est possible d'expliquer cette collision avec la gravité modifiée, mais il faut quand même rajouter des baryons quelque part. Donc c'est pas encore merveilleux. Donc là, on a dit, ça marche pas bien. Et puis, donc, je passerai. Alors, les interactions de galaxies, ça marche très bien. On peut représenter les observations de l'interaction de galaxies. C'était un gros problème parce que lorsqu'on a un halo de matière noire, on a beaucoup de friction dynamique qui rapproche les galaxies, qui permettent de fusionner. Donc on sait que les galaxies ne fusionneraient pas en gravité modifiée. En fait, elles fusionnent très bien. Donc pas de problème, je passe ici. Et puis, le problème des grandes structures. Alors là, c'est un gros problème. On y arrive, mais avec de gros efforts. Ici, vous voyez la formation de filaments en modèle matière noire, plusieurs modèles de gravité modifiée. En fait, il y a plusieurs paramètres de gravité. Par contre, on n'a pas les pics acoustiques que je vous ai présentés dans le fond cosmologique. Là, il y a un gros problème, parce qu'on n'a pas de séparation entre baryons et non-baryons. Donc, par contre, je vous ai dit que le principal problème de la matière noire, c'est qu'on ne formait pas les galaxies assez tôt. Et là, il n'y a aucun problème pour la gravité modifiée, parce qu'il y a tellement, au début, il y a une accélération très très faible, et donc la gravité est beaucoup plus forte, et les baryons s'effondrent beaucoup plus vite pour former les galaxies. Donc là, ça résout quand même une partie des problèmes. Donc je terminerai avec cette conclusion-là, c'est qu'actuellement, on est complètement en travaux. On a un modèle standard de matière noire qui marche très bien à grande échelle, mais alors il n'explique pas bien les galaxies. On a un modèle de matière noire tiède qui ne résout pas, encore moins que le modèle standard, finalement c'est pas la peine d'y aller. Et puis on a un modèle de gravité modifiée qui résout très bien les problèmes de galaxies, mais à grande échelle on a vraiment des problèmes. Donc toutes ces pistes sont des pistes de travail, où certains travaillent sur le modèle standard, d'autres sur le modèle modifié. Et surtout, je pense que les modèles de gravité modifiée ont pris vraiment beaucoup d'essor lorsqu'on a découvert l'énergie noire, parce que l'énergie noire, on est obligé de modifier la gravité d'Einstein de toute façon, on est obligé d'introduire une cinquième force, et donc pourquoi pas, puisqu'on le fait pour la matière noire, on le fait pour l'énergie noire, et c'est en général la même gravité modifiée qu'on a pour les deux. Merci beaucoup. Voilà, vous avez dit pendant la conférence que plus une galaxie est lumineuse, plus il y a de matière noire. Maintenant, je me suis demandé pourquoi ne pas considérer que la matière noire, ce sont les photons eux-mêmes. Parce que les photons sont attirés par les trous noirs, donc ils ont une masse. Ils n'ont pas de masse, ces photons, mais en effet, ils ont de l'énergie. C'est vrai que l'énergie dévie à une... On peut, si vous avez un groupe de photons ici, elle peut dévier de l'énergie, on peut avoir un effet gravitationnel, même sans masse. Mais les photons ne sont pas assez nombreux, leur énergie n'est pas assez grande pour faire la matière noire. C'est vraiment négligeable. On aurait même le nombre de neutrinos qui est fait dans le Big Bang est à peu près comparable au nombre de photons. Par contre, le nombre de neutrinos a une masse. Ce serait beaucoup mieux, mais même ceux-là, ils sont négligeables pour faire la matière noire. Les photons sont déjà exclus. Ils ne sont pas assez nombreux, ils n'ont pas assez d'énergie pour faire. Mais pourtant, où qu'on soit dans l'univers, on voit des photons, puisqu'on fait dans le guide intergalactique le plus complet, on voit des images de galaxies, donc l'univers est rempli de photons. Une image remplie de photons, ce que vous voyez est négligeable par rapport au fond cosmologique. Je dirais que dans cette pièce, vous avez 400 photons par centimètre cube, de photons de micro-ondes qui nous viennent du Big Bang. Donc 400 par centimètre cube, c'est pas mal. Mais ça a beau être beaucoup, c'est négligeable au point de vue masse et détection de la lumineuse, donc c'est négligeable, hélas. Bon, par rapport à la densité critique, c'est 10-30 grammes par centimètre cube équivalent en énergie. Je vais essayer de faire sans micro. Est-ce qu'on pourrait faire combiner le MOND et le CDM? Oui, certains le font d'ailleurs, mais je trouve que c'est un petit peu tordu, hein, parce que, évidemment, les deux sont des paris. On fait un pari qui a la matière noire, et puis on fait un pari de la gravité modifiée.
Alors le pari au carré, je ne sais pas si vous jouez en bourse, mais on fait un pari d'un côté, mais si on fait deux paris, alors là on est sûr on perd. Donc je pense qu'en plus on a trop de paramétriques, ça va marcher à tous les coups. Donc c'est trop facile. Vous travaillez sur quelle théorie? Vous avez... Les deux. Ok. Les deux, parce que ça ne va pas être complètement perdu. On ne peut pas avoir des cours de matière noire, partie de matière noire, qui sait. Donc on a plein de modèles de matière noire, et puis on a aussi plein de modèles de gravimétrie. En fait, à chaque fois qu'on travaille sur la gravimétrie, on le fait aussi en matière noire pour comparer. Donc on fait autant de modèles en matière noire qu'en gravimétrie. Et quand on fait que de matière noire, on en fait finalement plus en théorie standard. Et d'ailleurs, je pense que lorsqu'on a des étudiants, on préfère les mettre sur des théories standards pour qu'ils puissent avoir des postdocs, etc. Sinon, ils n'auront rien. Il vaut mieux attendre un senior qui n'a rien à faire pour faire des théories un peu spectatives. Donc, c'est pourquoi je suis assez âgée comme ça, je peux faire des théories spéculatives. Il y a une question. Est-ce qu'on ne pourrait pas... Moi, quand j'étais étudiant, on m'a toujours dit que la matière courbe le continuum espace-temps. Oui. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de se servir de cette propriété-là pour détecter cette matière noire? Oui, c'est grâce à la gravité. Alors, la gravité, on le met en forme de force, mais en fait, c'est pas une force, c'est une déformation de l'espace-temps, comme vous voyez. On peut toujours imaginer un tapis qui est courbé à chaque masse. Et c'est grâce à ça qu'on voit la matière noire, c'est grâce à cette gravité. On voit le photon est dévié par ce tapis-là. Donc les lentilles gravitationnelles, c'est ça aussi. Hein. Donc toute la détection de la matière noire, c'est grâce à cette gravité. L'énergie noire, c'est comme la matière noire? Pas du tout. L'énergie noire, c'est quelque chose de répulsif. La gravité attire. L'énergie noire, on est obligé d'avoir quelque chose de répulsif pour expliquer l'accélération de l'expansion. S'il n'y avait que de la gravité, l'accélération, enfin l'expansion devrait se décélérer. Et si elle s'accélère, c'est vraiment une surprise. On ne pensait pas du tout avoir une accélération de l'expansion. On pensait avoir que des éléments qui attirent. Et donc c'est cette quintessence qui a dû être inventée en 1998, qui a été bien vérifiée par deux groupes qui regardaient les supernovae comme des champs standards et qui ont eu le prix Nobel pour ça. Donc c'est quelque chose qui a bien été établi et qui a découvert un cinquième élément. Donc ça veut dire que... on a parlé de l'expansion de l'univers comme un ballon de baudruche au final, et comme quoi les galaxies étaient juste comme posées sur le ballon de baudruche, c'est la théorie de la physique. Mais est-ce que la matière noire, elle s'expandrait aussi avec l'espace? Elle s'expand avec l'espace aussi. Oui, tout à fait. Elle suit les galaxies. C'est comme une matière. C'est comme les galaxies. Les galaxies ont un halo de matière noire. C'est exactement comme une galaxie. Le tout, c'est que ça ne se voit pas. Mais c'est exactement pareil. Oui, comment arrive-t-on à déterminer grâce à la matière noire froide, chaude en moyenne, que l'univers est plat? Ah, voilà. L'univers est plat, c'est une très bonne question. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles les pics d'oscillation acoustique. Ah, comment on les obtient? Alors, je vais essayer de remonter très vite à cette slide. Voilà. Alors comment on les obtient? Voilà, on prend cette carte et là on a un petit angle θ, enfin, on mesure les angles. Là on a un gros angle θ pour cette fluctuation. Cette fluctuation a un petit angle θ. Donc on regarde l'intensité des fluctuations pour chaque angle. Donc si on prend ça, on voit qu'on a ça. À chaque angle, on voit l'intensité des fluctuations pour une taille donnée. Si c'est 1 degré, 0,2 degrés, 0,1 degré. Donc pour les petites fluctuations, on a vu qu'on avait là, elles sont là. Pour ça, la première fluctuation, la plus grosse, puisque ici c'est des gros angles, l'angle ça prend comme ça.
Donc le gros angle, c'est la première perturbation qui vient du Big Bang. Le Big Bang, il y a une impulsion, il y a des ondes acoustiques qui se distinguent dans le photon, l'arion, le plasma. Et donc, on sait que c'est 300 000 ans après le Big Bang. On connaît la vitesse du son dans ce milieu, c'est C sur la somme de 3. Donc on sait combien on a pu parcourir avec le son. Donc l'horizon sonore, l'horizon sonore fait 500 millions d'années-lumière. Donc on connaît l'horizon sonore, on connaît sa taille. Donc on connaît la taille de cette perturbation-là, on la connaît physiquement, intrinsèquement. Alors maintenant on la mesure en angle apparent. Donc si l'univers était courbe, je reviens à mon petit dessin ici, là, voilà, on voit bien que si on est là, on a des rayons lumineux qui partent comme ça, pour même taille, on n'aurait pas le même angle. Au départ, on a un angle comme ça si c'est court, on a un angle plus comme ça si c'est plat. Et donc c'est ça qui mesure la platitude. C'est l'angle à laquelle on voit une certaine taille. Et comme on le voit, c'est très très précis. Il n'y a pas de doute. Ici, on voit que la position de ce pic, si on était ici ou là, on serait sphérique ou hyperbolique. Ici, on est plat. C'est la position du pic. Juste par rapport à l'effet que l'univers soit plat, comment l'univers peut être plat, mais c'est dans 3 dimensions? Les interactions assez bien. C'est difficile à s'imaginer parce que pour l'instant, l'effet est ici à 2 dimensions. Il y aura 3 dimensions. On peut s'imaginer même un cylindre sur le plat. Mais enfin, ce serait toujours à 2 dimensions. C'est la surface du cylindre qui serait l'univers. Donc il faut s'imaginer quelque chose à 3 dimensions, mais le trajet du photon. C'est le trajet du photon qui importe. Si l'univers était courbe, le trajet du photon serait courbe. Et là, le trajet du photon est droit. Comment rendre compatible l'idée d'un univers plat avec le ballon de baudruche qui est censé être sphérique dans une 4e dimension? Et oui, c'est juste la limitation des représentations analogiques que l'on fait pour faire comprendre. Si je pouvais dessiner un ballon de baudruche sur 4 dimensions, je ne sais pas. Il faut imaginer, à partir de 2 dimensions, on généralise à 3, mais je suis d'accord que ce n'est pas facile à dessiner. Mais même, je veux dire, du coup, la courbure de l'espace, il y a quand même une courbure de l'espace en 4 dimensions. Donc, il faut imaginer que l'univers, donc, il est infini, en fait, avec ce modèle-là, il est infini. L'univers, vous prenez une éponge qui se dilate de l'infini, il se dilate dans l'infini, de toute façon, ce sera infini. Et donc, vous avez un espace à 3 dimensions qui se dilate. Donc, les pores de l'éponge se dilatent. Et c'est ça, en fait, l'extension de mon ballon, l'équivalent sur le ballon, c'était que les traits, les méridiens et les latitudes étaient dilatés. Là, vous avez une éponge, vous pouvez voir que les petits points, là, s'étalent. C'est ça l'extension, en 3 dimensions. Excusez-moi, est-ce que les mesures interférométriques qu'on va faire bientôt entre 3 satellites dans l'espace, c'est fait pour vérifier ça? Non, vous pensez à LISA, les ondes gravitationnelles. Ouais. Donc, en effet, on a détecté les ondes gravitationnelles comme vous avez l'an dernier. Et ce qu'on a fait sur Terre, c'était avec des bras de Michelson, seulement, avec 4 km, mais on voudrait avoir des trous noirs plus massifs qui font des ondes gravitationnelles, et on voudrait avoir 4 millions de kilomètres. Alors là, il faut avoir dans l'espace. Donc ces 3 lasers seront des lasers qui feront un bras de Michelson, des interférences, sur 4 millions de kilomètres, et on voudrait mesurer la déformation de l'espace due aux ondes gravitationnelles sur 4 millions de kilomètres. Pourquoi ça va aider Non, ça va aider juste à savoir combien de trous noirs supermassifs sont entrés en collision. C'est surtout l'astrophysique qu'on le voit. Existe-t-il une ébauche peut-être de physique quantique équivalente à la matière et à l'énergie noire? Il y a en effet une ébauche. Alors l'ébauche, au départ, elle était très fausse. C'est-à-dire qu'on pensait en effet, je n'ai pas parlé du début de l'univers avant le Big Bang, c'était plutôt l'inflation. Donc on a une fluctuation quantique qui rentre en inflation et qui devient macroscopique et qui forme notre univers en fait. Donc on s'est dit, bon, l'énergie noire, c'est l'énergie du vide quantique. Alors on a prédit ce qui allait se produire et on a prédit que c'était 10 puissance 120 fois l'énergie noire qu'on mesure.
Donc on voit que c'était faux. Par 120 ordres de grandeur. Donc on voit qu'on se plante complètement. Donc là, c'était la première ébauche. Alors maintenant, il y a d'autres ébauches. Il y a plusieurs directions. Hein. Il y a une direction avec des cordes, des supercordes. On a beaucoup d'exploration avec plusieurs dimensions. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas que 4 dimensions dans l'espace-temps. Il y en aurait 5, 6, 21 dimensions peut-être pour les cordes. Et donc la gravité serait dans un autre espace. C'est pourquoi on la verrait plus forte que la matière noire serait juste un reflet des autres dimensions. Il faut des dimensions qui seraient toutes petites. Donc l'imagination des astronomes est très grande. Et donc il y a beaucoup de modèles qui sont sur le marché. Par exemple, dans l'archive du matin, on peut en lire une trentaine d'articles sur ce genre de modèles. Donc il y a de quoi. Mais aucun n'est arrivé au bout encore. Et la gravité quantique, c'est quelque chose qu'on cherche depuis longtemps. Et je dirais que même les physiciens le cherchent en laboratoire. Parce qu'il y a l'effet Casimir, qui est l'effet de fluctuation de vide entre deux plaques de condensateurs. Et les gens recherchent, est-ce qu'il y aurait une 5e force à ce niveau-là? Donc au niveau quantique, ils recherchent l'attraction entre les deux plans et voir s'il y a une évidence d'une 5e force. Donc c'est vraiment l'infiniment petit là, puisqu'on recherche le circuit quantique, c'est pour montrer qu'on a l'infiniment grand qui est l'énergie noire. Et il y a beaucoup de laboratoires, à l'ENS à Paris par exemple, qui travaillent dessus, sur l'effet Casimir, pour avoir la 5e force. Il y avait un petit jeune homme là-bas qui souhaitait poser une question. Oui. Univers en expansion sur le ballon baudruche. Il y a les galaxies, il y a la matière noire dessus, sauf que comme le ballon baudruche s'étend, les particules de matière noire s'étendent aussi. Et donc qu'est-ce qui se trouve entre les matières noires? La matière noire se multiplie pour la remplir? Ah non, le tout c'est que c'est comme le gaz, vous avez une pompe, vous pouvez le comprimer, le dilater, il n'y a pas de vide entre les molécules de gaz sont diluées. C'est tout, c'est plus dilué. La densité décroît, c'est tout. Il n'y a pas de trou. C'est juste un gaz plus diffus. À quel point cette observation sur la curvature des rayons correspond au passé ou au présent? C'est l'intégration sur tout l'univers, puisque en effet, on va d'aujourd'hui à 300 000 ans. La platitude totale intégrée sur la nuisée. C'est une très bonne question que vous posez, parce que justement, on est en train de lancer des satellites, comme Euclide, pour voir 12 milliards de galaxies, et pour voir quelle est l'expansion en fonction du temps. Pour l'instant, on sait qu'il y a aujourd'hui l'énergie noire domine, une accélération. Et à partir de quand? C'est qu'on aimerait savoir si l'énergie noire c'est une constante ou s'il y a de la dynamique, la quintessence évolue. Et donc on va regarder exactement ce qu'on fait aujourd'hui à Z égale 0, aujourd'hui, à plusieurs instants de l'univers. Donc il nous faut 12 milliards de galaxies à chaque instant. Et c'est ce que va faire Euclide et d'autres satellites américains pour avoir justement l'évolution dans le temps de ce qu'on sait aujourd'hui à Z égale 0. Donc c'est encore inconnu. Pour l'instant, on a un effet intégré sur l'univers, mais on n'a pas à chaque instant. Et on va bientôt le savoir. S'il n'y a plus de questions pour le professeur Combe, je vais conclure en vous renouvelant nos remerciements, professeur Combe, pour cette magnifique démonstration, les questions auxquelles vous avez répondu, les réponses que vous avez apportées ou que vous essayez d'apporter. Et puis remercier aussi l'Université du Luxembourg qui nous a accueillis ce soir, qui nous a mis à disposition cet espace. Remercier nos partenaires, la Société Générale, AG2R La Mondiale, et peut-être vous inviter à applaudir le professeur Combe pour sa démonstration. Annonce, la prochaine conférence sera donnée par Cathy Witthuber sur la chimie des matériaux carbonés, et aura lieu sur ce campus Wintersberg le 13 décembre.